Moi, ce qui m'interroge, c'est évidemment le couple entre dépenses et austérité. Quel est le rapport entre les deux? Et il est vrai qu'il est compliqué de faire l'éloge de la dépense publiquement en pleine cure d'austérité. Et pourtant, on entend de toute manière que même socialement, il faudrait faire une cure d'austérité, mais pas pour les mêmes raisons et pas pour les mêmes types de dépenses. Je prends un exemple qui est finalement assez médiatisé, c'est évidemment la notion d'austérité budgétaire, puisqu'il faudrait couper les dépenses sociales. Mais lorsque vous entendez les discours sociaux, on peut aussi, par exemple, constater, comme l'a bien montré Michael Fussell dans son livre sur le plaisir et la gauche, on constate que, par exemple, les conservateurs critiquent l'austérité des progressistes qui auraient abandonné tout plaisir dans l'existence et seraient devenus des peines à jouir. Et donc on a un rapport assez complexe finalement sur qui considère qui comme austère et surtout quelle dépense est généralement concernée par ce type de réflexion. Alors dans votre vie quotidienne, alors j'ai fait un PowerPoint parce qu'on m'a dit qu'on pouvait faire des PowerPoints et du coup ça m'a rappelé le travail, j'étais très heureux, mais tout n'y figurera pas, c'est plus un support visuel. Je vous rappelle que dans la société, et d'ailleurs comme on fait notre journée le 16 novembre, vous allez pouvoir le ressentir, il y a un discours sur l'austérité budgétaire, notamment, et on y reviendra sur la présentation du budget pour l'année prochaine, et comme on approche des fêtes de Noël, il va y avoir un discours sur la dépense qui, elle, va être considérée comme bonne, puisqu'il va falloir évidemment consommer pour les fêtes de Noël. Et il est vrai que les messages publicitaires entrent régulièrement en contradiction avec les comportements quotidiens qui nous sont prescrits, et bien loin évidemment du discours d'austérité prôné par les institutions. Alors, est-ce qu'il y a un risque de schizophrénie? C'est un peu la question qu'on peut se poser, ou est-ce que finalement c'est qu'un seul mot d'ordre? Alors, il est certain que la notion de dépense, quand on la travaille un peu, elle est liée à la notion de générosité, à sa valeur symbolique au-delà de sa valeur marchande. On a fait évidemment référence à Marcel Mauss, merci beaucoup. On sait bien que les rites de passage sont l'occasion des fêtes, c'est une notion très importante pour l'étude de la notion de dépense, puisque la dépense fait signe vers une dérive, tout en restant évidemment maintenue dans une mise en scène codifiée et amplifiée par la culture médiatique. Alors comme l'a dit Élodie, moi, je pense aussi qu'il y a un problème de culture, et évidemment, en tant que philosophe, c'est l'angle que je vais apprécier ici. Alors, le geste de la dépense, même quotidien, n'a pas qu'une fonction d'échange, comme on l'a dit. C'est le pouvoir global, le pouvoir politique, même symbolique, que nous y mettons, qui associe un ensemble hétérogène de représentations autour de ce qu'est la dépense. Et d'ailleurs, la question se pose, à partir du moment où la dépense est contrôlée par une seule partie de la société, qu'est-ce qu'elle devient? Est-ce qu'elle devient évidemment qu'une valeur économique, ou elle possède encore une valeur symbolique? D'ailleurs, est-ce qu'on arrive à réduire la dépense uniquement à sa valeur marchande? C'est, je pense, la question d'actualité. Et du coup, est-ce qu'il est encore possible de sacrifier quelque chose si le discours public pousse chacun à calculer son bénéfice avant d'entrer en relation avec autrui? Alors, on est bien d'accord, la parole chiffrée, la parole comptable, maintenant, est présente dans à peu près toutes les sphères de la société, que ce soit dans la sphère politique, dans la sphère du travail, ou même dans la sphère intime, notamment par exemple avec tout ce qu'on peut déployer comme type de dispositif de contrôle par exemple, je sais pas, le développement personnel, le coaching, etc., etc. Alors, l'austérité au XXIe siècle, vous en avez un exemple d'actualité, puisqu'on parle maintenant, mais tout comme il y a 10 ans, d'une politique d'austérité, notamment à l'occasion de la présentation du budget pour l'année 2025. Alors l'enjeu est assez simple, évidemment, comme vous l'avez compris, on présente souvent l'austérité budgétaire comme une manière de réduire drastiquement les dépenses publiques. Alors, notamment les dépenses de prestations sociales, donc qu'appelle-t-on budgétairement les dépenses sociales? C'est évidemment la santé, la vieillesse, les cotisations sociales, tout ce qui concerne les branches famille, perte d'autonomie, handicap.
Un exemple évidemment très concret, dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année prochaine, les dépenses sont contenues autour de 660 milliards d'euros, soit une maîtrise de l'évolution à plus de 2,8% contre 5,4% en 2024. Je fais une petite parenthèse, parce qu'il faut quand même le noter, c'est que les dépenses continuent d'évoluer, c'est juste qu'elles sont maîtrisées. Et hop, ça bouge tout seul, je ne sais pas quoi faire. Donc c'est quelque chose qui est assez important, c'est que quand on parle de l'austérité budgétaire, en vérité, quand on traduit l'évolution des dépenses, les dépenses évidemment évoluent naturellement, notamment dans le domaine social, à cause du vieillissement de la population, des sauts technologiques, etc., etc. Et du coup, les réductions sont faites sur les évolutions de dépenses. Et là, par exemple, les économies attendues sont des économies sur les dépenses sociales de près de 15 milliards d'euros. Alors évidemment, lorsque vous entendez austérité budgétaire, vous entendez la logique comptable de l'État et de ses administrations publiques, et notamment des établissements qui dépendent de tout ce qui est régi par le code de la fonction publique, évidemment avec le personnel qu'on nomme les fonctionnaires. Alors évidemment, depuis les années 90, à l'intérieur des établissements publics, vous en avez déjà entendu parler, j'imagine, ce qui se développe pour traduire la logique d'austérité dans les établissements, c'est le nouveau management public. Je ne reviens pas dessus, généralement c'est plutôt bien connu médiatiquement. Après, quand vous êtes manager, et c'est peut-être votre cas, vous avez aussi l'ensemble des orientations du management vers ce qu'on appelle le lean management, là aussi quelque chose qui a été largement médiatisé, qui sont des techniques de management issues de l'industrie automobile, et dont l'objectif est assez simple. C'est ce que moi, dans mon livre, j'avais appelé le management orthorexique, puisqu'il s'agit en vérité de trouver une nouvelle ascèse pour les travailleurs, en définissant ce qui, à l'intérieur des processus de production, relève de l'utile et du non utile, notamment les gestes, les discussions, l'utilisation des matériaux, etc. etc. Donc l'austérité est un choix dans les dépenses, c'est une réorientation, une rationalisation, la fameuse dépense maîtrisée sous contrôle, un équilibre. Évidemment, quand on commence à parler de il faut éliminer le gras, etc., on sait très bien que symboliquement, il y a toute une référence autour d'une certaine hygiène de vie, une diététique, comme vous, évidemment, le ressentez au quotidien. Alors c'est un discours qui est très culpabilisant évidemment pour le comportement quotidien, puisque ce discours fait de la dépense quelque chose de bassement mécanique, d'équivalent chiffré, de balance des comptes, de bénéfices-risques, etc., etc. Donc politiquement évidemment, la dépense, c'est la dépense qui est dite démesurée. Évidemment, quelqu'un comme Georges Bataille avait beaucoup travaillé la notion de dépense, et pour lui, la notion de dépense, c'était tout l'inverse. La vraie notion de dépense, la dépense sociale, c'était évidemment la dépense qui était démesurée. Je vous ai mis une citation de Georges Bataille. Évidemment, pour lui, on rejoint ce qui a été dit par Michel, c'est que la dépense sociale, elle a quelque chose de non mesurable, qui ne cale pas évidemment avec la volonté d'en faire quelque chose de strictement économique. Je n'aurai pas l'occasion forcément de m'étendre sur le sujet. Hop, j'essaie de faire tourner ce diapo. Voilà, c'est peut-être pas grand-chose. Pardon. Donc vous le comprenez, la dépense, c'est une métaphore du corps politique. Comme l'a dit Michel, il y a quelque chose d'intriqué entre l'économique et le social, évidemment, parce que dans la logique d'austérité, il y a aussi une logique sensible, une logique physique, où vous allez avoir, et franchement, j'ai vu des éditos qui reprennent encore ces métaphores, mais sans les critiquer. Vous avez une métaphore évidemment du corps de l'État, d'un plan de rigueur, d'une cure d'austérité, où évidemment l'État est malade d'être trop gros. Donc vous avez toute la logique qu'avait bien montré Nietzsche dans la généalogie de la morale, autour de la dette, du rachat, de la culpabilité évidemment. Il y a quelque chose du dépouillement, de la pénitence pour les fonctionnaires dans les années à venir, pour assainir la situation. Donc évidemment, il y a quelque chose qui ressemble à une punition autour de la notion de plaisir de la dépense, ou de ce qu'on va évidemment appeler les excès de dépenses. Donc le vocabulaire revient, l'hygiène, le contrôle de la salubrité, contre tout ce qui peut paraître à proscrire, du type argent sale, marché toxique, virus de la crise, etc., etc. Donc il y a quelque chose qui, dans nos corps, en fait, vont
évidemment réagir à ce discours sur l'austérité. Et c'est pour ça que moi je trouve ça assez contradictoire d'avoir un discours d'austérité globale, puisqu'encore une fois j'ai l'impression qu'il est contradictoire avec ce qui se passe soit dans la société, soit pour les individus. Et souvent, alors du coup ça fait longtemps que je n'ai pas refait des recherches sur les politiques économiques, mais je ne suis pas sûr que les discours d'austérité produisent quelque chose de très positif sur la consommation des individus qui est attendu. C'est, j'imagine, plutôt une logique d'épargne qui va être une manière de contraindre soi-même les formes de dépenses. Alors, vous entendez également parler de dette. Hop. Là aussi, je vous ai mis une citation de Nietzsche qui relie la notion de dette, puisque la notion de dette, c'est la justification souvent du discours de l'austérité ou du discours de la dépense maîtrisée. Je ne vais pas m'appesantir sur la notion de dette, mais Nietzsche avait bien montré la manière dont le discours économique et le discours moral s'étaient confondus avec la logique de la relation entre les individus, qui va devenir une relation non plus comme Michel l'a montré, mais une relation qui était libre, basée sur l'apparition de l'autre comme quelque chose à prendre en considération dans sa vie sociale, mais plutôt comme le fameux détenteur de quelque chose comme une obligation, avec un système de rétribution symbolique ou non. Et évidemment, moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est pourquoi dans une logique d'austérité, il y a forcément un discours de punition qui est contradictoire, encore une fois, et qui est compliqué pour nous en termes même d'action. Ce discours qui se fonde autour de il faut punir forcément quelqu'un qui dépense trop. Même le système pénal va se durcir. Et puis dans le discours autour de l'austérité et de la mauvaise dépense, il va y avoir des personnages qu'on va commencer à caractériser comme étant de mauvais dépensiers, avec des figures un peu idéales typiques, et plus personne ne va faire du commun. Il va y avoir des bouts de corps politiques qui vont commencer à se désagréger, on va commencer à les stigmatiser. Évidemment, les figures les plus connues, tous ceux qui n'appartiennent pas à la communauté de base, les étrangers, les fainéants au travail, les fonctionnaires, pourquoi pas, etc., etc. Alors, hop, si j'arrive à cliquer, ma thèse, elle est très simple. Moi, je me dis, austérité, chiche. Parce que, encore une fois, l'austérité, c'est un outil. Et c'est là où il faut quand même qu'on puisse se ressaisir, nous, ensemble, dans nos discussions. C'est que l'austérité est un outil au sens d'Ivan Illich. C'est un dispositif social qui permet de faire des distinctions. Une question très importante, l'austérité comme un mode de vie qui va exprimer une définition de la frontière aussi entre l'utile et le non-utile. C'est pour ça que je vous parlais du lean management, parce que finalement, quand vous appliquez le lean management en tant qu'outil sur d'autres sujets, par exemple sur le gaspillage de certains processus et pour éviter le gaspillage même de ressources, ça peut être un outil très utile. Quand il est tourné dans l'unique performance de l'entreprise, évidemment, ce n'est pas le même objectif. Mais on peut aussi présenter l'austérité comme ça, c'est-à-dire finalement réorienter la discussion sur la finalité de l'outil et non pas sur l'outil lui-même. Alors évidemment, politiquement, on a toujours des choix qui sont faits, lorsque on a des discussions autour de est-ce qu'il faut continuer les centrales nucléaires, est-ce qu'il faut continuer les styles de vie du type le ski dans les moyennes montagnes, etc., etc. Mais c'est vrai que d'un point de vue culturel, il faut aussi, je pense, promouvoir l'austérité. Et j'ai l'impression que lorsqu'on parle de politique du renoncement, de sobriété, de frugalité, de décroissance, en fait, on parle d'austérité. Et ça ne doit pas être un mot qui doit être stigmatisé uniquement parce qu'il vient d'en haut. Je pense qu'il faut en faire un outil aussi social. Et rappelez-vous, on est capable en fait de se saisir socialement de ce type de sujet parce que pendant l'épidémie de Covid, on a eu des temps de réflexion en commun sur ce qu'on considérait socialement comme étant essentiel ou accessoire. À partir du moment où on est capable de juger sur ce qui est essentiel et accessoire, c'est qu'on est aussi capable, nous, de trouver une certaine austérité lorsqu'on change l'objectif. Si l'objectif est que économique, j'imagine qu'il va y avoir un affrontement, mais si jamais en commun on peut refaire la définition de ce qui est utile ou non utile, on est tout à fait capable de le faire. Donc, à mon sens, l'austérité, c'est quelque chose qu'on peut mettre en avant aussi d'un point de vue social. Et évidemment, c'est plus compliqué parce que, comme le disait Élodie,
il y a quelque chose de culturel qui va nous empêcher de le faire. Et notamment, là aussi, puisque ça a été permis par Michel, je cite Frédéric Lordon, il y a évidemment le travail de l'imaginaire qui nous contraint à considérer qu'il y a une distinction entre l'austérité qui vient d'en haut et puis finalement notre devoir de tout le temps consommer, parce que c'est ça l'objectif d'une vie réussie. Et Frédéric Lordon, dans Figure du communisme, expliquait bien que le communisme, ça fait pas rêver. On a toujours l'impression quand on prononce le mot, on va avoir des vieilles industries toutes grises, les gens sont moches, s'habillent très mal, et finalement le capitalisme a bien réussi son coup en nous montrant qu'à chaque fois c'était ça qui était plus beau, plus sympa, plus lisse, et que c'était ça une vie réussie. Donc le travail de l'imaginaire, c'est un travail qui est très compliqué, je trouve, même quasiment plus que d'exprimer son opinion politique, parce qu'il va chercher dans les styles de vie. Et dans une société libérale, choisir des styles de vie qui sont supérieurs aux autres, finalement, c'est assez mal vu, puisqu'on a l'impression que tout le monde peut vivre comme il le souhaite. Ce qui est entièrement faux, puisque, encore une fois, des styles de vie sont stigmatisés comme ne faisant pas partie de la bonne communauté. Mais nous avons aussi, à mon avis, un devoir d'exemplarité en se montrant austère, parce qu'on doit choisir des styles de vie qui correspondent finalement à un objectif assez simple, c'est-à-dire de maintenir les générations sur une planète qui reste viable. Et pour finir, parce que quand même le temps file, je voulais conclure sur ce que moi je définis comme la dépense sociale, c'est la générativité. Alors la générativité, sans m'étendre trop longtemps sur la définition, c'est notre capacité, Michel l'a dit finalement, c'est notre capacité, parce qu'on est capable de nous reproduire nous-mêmes biologiquement, et bien d'utiliser cette capacité-là dans la relation à pouvoir tout le temps disséminer quelque chose de fécond autour de la relation sociale, le fait de préserver l'environnement et de disséminer des comportements vertueux sur, encore une fois, le modèle de la fécondité tout court. Il y a quelques auteurs qui travaillent ce sujet de la générativité sociale, mais pour moi, encore une fois, la générativité sociale, quand elle est définie, elle peut correspondre à, et je vous l'ai mis en conclusion, pardon, à ce que Ivan Illich appelle pas le convivialisme comme mouvement, mais plutôt l'austérité. J'en finis là-dessus. Moi, ça m'a beaucoup interrogé d'avoir des phrases comme celle-ci qui met l'austérité comme un dispositif social positif. Et pour moi, ça rejoint même la notion soit de démocratie sociale, soit de fraternité, lorsque Ivan Illich, après avoir encore une fois redit que l'austérité peut être un outil qui, réorienté, va pouvoir correspondre à une politique, par exemple, décroissante, l'humain évidemment, parce qu'Ivan Illich écrivait il y a 50 ans, qui trouve sa joie et son équilibre dans l'emploi de l'outil convivial, je l'appelle austère. Je pense qu'on peut aussi définir, encore une fois, ou faire l'éloge de la dépense sociale en se disant que oui, l'austérité peut correspondre à une politique véritablement engagée. Merci beaucoup.